Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés de ma page Facebook Rémi Ngono officiel, soyez les bienvenus. À ceux qui me regardent également sur la chaîne YouTube J. Rémi Ngono, chaîne officielle de l'engagement. Je vous salue. Je salue tous mes collaborateurs et surtout les grandes équipes de Fourmi Magnan et leur page, sans pour autant oublier le journal panafricain www.koufran.com. On ne meurt qu'une seule fois et c'est pour si longtemps, disait Molière en 1656. Aujourd'hui, il nous a quittés définitivement. Il aura marqué l'histoire de son pays et surtout de l'Afrique. Il n'a pas fait semblant de mourir. Il n'a pas joué avec le pouvoir. Il s'est retiré une seule fois et n'a plus jamais voulu revenir. Et il est parti sans faire de la comédie. Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, nous a quittés ce jeudi de suite de maladie. Il est mort chez lui, contrairement à beaucoup de chefs d'État africains qui, une fois qu'ils ont mal à la tête, prennent immédiatement l'avion pour une évacuation sanitaire. C'est dans un hôpital universitaire d'Accra que lui-même avait aussi eu à équiper qu'il est finalement décédé. Cela arrive comme un coup de poignard, d'autant plus qu'il a été marqué par la mort de sa propre mère il y a de cela à peu près 3 semaines. Et il a eu un malaise. Il a été hospitalisé bien que fort, bien que montrant un bon allant. Eh bien, Jerry Rawlings, formé pour gagner tous les combats de la vie, a perdu le combat contre la mort. Parce qu'avec la mort, personne n'est fort. Pourtant, cet homme fort du Ghana a eu tout pour rester longtemps au pouvoir, ad vitam aeternam, parce qu'il avait du talent et parce qu'il avait aussi les armes, et de surcroît, il était aimé par les siens. Jerry Rawlings est donc finalement mort sans pour autant vouloir marquer l'histoire par le culte de la personnalité. Puisqu'il y a tout simplement quelque temps, on a voulu lui dédier un lycée à son nom. Jerry Rawlings a dit « Je ne veux pas de lycée à mon nom, ni de route. » Et pendant tout le temps qu'il a été au pouvoir, à peu près 20 ans, il n'avait pas accepté un seul monument, ni les effigies. Parce qu'il avait compris qu'il fallait bâtir des institutions fortes et non des hommes forts. Jerry Rawlings, c'est l'histoire d'un homme métissé, d'un homme ancré non seulement dans ce qu'on peut appeler le monde multiculturel, mais aussi un homme ayant eu ses cultures, sa racine africaine. Il aurait pu dire qu'il devait profiter des biens de son père, de retourner dans leur pays, le pays de son père, puisque son père était
écossais et s'appelait d'ailleurs Ramsay avant de changer de nom pour finalement s'appeler Rawlings. Né en 1947, Jerry Rawlings, de mère ghanéenne, a été un étudiant brillant, performant, surtout lorsqu'il est entré dans l'armée de l'air, où il a survolé tout le monde, devenant ainsi un pilote emblématique ayant réussi ce que bon nombre ne peuvent pas effectuer comme parade ou comme acrobatie à bord d'un avion, d'un bombardier de surpoids, entrant sous un pont pendant sa formation. Il a donc eu le mérite de sortir majeur de sa promotion. Jerry Rawlings n'a donc pas profité du fait que son père était chimiste pour être lancé dans la politique et n'a non plus eu à se contenter comme ceux qui sont nés avec une cuillère d'argent pour dire pourquoi est-ce que je devrais me battre pour les autres. Bien au contraire, il a regardé ses camarades et il voyait la société ghanéenne. Et c'est pour cela d'ailleurs que, jeune lieutenant en 69, et toujours présent à côté de ses camarades, il va militer même pour ce qu'on peut appeler la libération de l'Afrique en créant des mouvements clandestins pour organiser des coups d'État. Justement, en 78, il est promu capitaine de l'aviation civile. Mais pendant qu'il y est, il constate que toute l'armée ghanéenne, d'abord des généraux qui se succèdent au pouvoir par des coups d'État et qui ont installé une forme de bulle pour voler, pour piller, pour nuire au peuple, Jerry Rawlings va se révolter. Ainsi, le 15 mai 1979, avec 6 soldats, il va décider de faire un coup d'État contre un général d'armée, Fred Akufo. Ce coup d'État va mal tourner et Jerry Rawlings sera arrêté. Quand il est arrêté, Jerry Rawlings va démontrer encore une autre forme de personnalité puisqu'il va dire qu'il est prêt à se faire fusiller, refusant même d'être défendu par un quelconque avocat. C'est d'ailleurs lui-même qui va se transformer en avocat dans un procès où pratiquement il va descendre le pouvoir en place, démontrant la corruption qui gangrène toute la société et qui vient des sommets de l'État et particulièrement de ses supérieurs hiérarchiques qui étaient des généraux. Jerry Rawlings sera condamné à mort par la cour martiale. Sauf que, après ce procès, tout le Ghana, tout le peuple, va refuser son exécution publique, conformément pourtant aux lois. Et du coup, le général président Fred Akufo va commencer à hésiter, va continuer à renvoyer l'exécution jusqu'à ce que le 4 juin 1979, Jerry Rawlings est libéré par d'autres soldats qui sont restés solidaires et qui ont décidé de faire front contre les officiers supérieurs. À peine libéré, ils prendront la tête de la révolution et c'est ainsi qu'il va renverser le président Fred Akufo, général.
après l'avoir renversé, il aurait pu, comme on le constate lorsque les hommes en tenue arrivent, décréter une longue transition ou même confisquer complètement le pouvoir. Bien au contraire, Jerry Rawlings va plutôt installer, va plutôt laisser qu'il y ait une élection anticipée où il ne va même pas se présenter comme candidat. Et c'est ainsi que un autre président, Ilman, sera élu président le 24 septembre 1979. Sauf que bis repetita, puisque dans un enclos, dès qu'un mouton est galeux, tous les autres attrapent justement cette gale et sont difficiles à soigner. C'est ainsi que le nouveau président va lui également se lancer dans l'enrichissement illicite, dans la corruption, dans la recomposition des réseaux que Jerry Rawlings était en train de combattre. Il aura tenu 1 an et demi jusqu'à ce que Jerry Rawlings décide une fois de plus de prendre des armes et de faire un deuxième coup d'État en 1981. Il devient donc président du Ghana. Président du Ghana, en fort, il va se mettre au travail en essayant d'abord de garantir les droits des travailleurs, en réduisant le train de vie de l'État, en engageant une campagne terrible pour la lutte contre la corruption et surtout en donnant au peuple le pouvoir d'achat et en réduisant ce qu'on peut appeler les matières de première nécessité pour le panier de la ménagère. Jerry Rawlings va y rester jusqu'à ce que, en 1992, il va décider de modifier la Constitution. Soit dit en passant, quand il est arrivé au pouvoir, quand il a fait son premier coup d'État, il n'avait que 32 ans et est arrivé au pouvoir à 34 ans. Il pouvait donc bien dire, ad vitam aeternam, je ne partirai plus. Mais cependant, dans la modification de la Constitution, contrairement aux autres dictateurs africains, lui, il a plutôt mis et il a vanté la limitation des mandats à 2 ans, à 2 mandats. Et chaque mandat, au lieu par exemple, comme on en voit en Afrique et particulièrement au Cameroun, où ça a été prolongé, de 7 ans un seul mandat, lui, il va plutôt réduire le mandat à 4 ans. Jerry Rawlings est élu en 92, il est réélu en 96 et en 2000. Au lieu de faire comme Alpha Condé, de faire comme Alassane Ouattara, de faire comme Paul Biya, comme Idriss Déby, ceux-là qui savent enlever le boulon de la limitation des mandats comme Faure Gnassingbé et autres, Jerry Rawlings va dire qu'il va respecter la Constitution. Et c'est ici d'ailleurs qu'il va s'aligner derrière un candidat qu'il va lui-même promouvoir. Malgré en appris, ce candidat a été battu par un autre de l'opposition. Jerry Rawlings aurait pu dire « Je n'accepte pas ». Il aurait pu mettre l'administration comme font tous les chefs d'État et dictateurs francophones. Mettre les préfets, mettre la commission nationale et la commission électorale indépendante, mettre les gouverneurs au pas et dire « Vous faites passer mon candidat ». Bien au contraire, Jerry Rawlings
s'est retiré par la grande porte en saluant la victoire de l'opposant et en se détachant de la politique. Rien n'interdisait à Jerry Rawlings de revenir au pouvoir, puisque d'ailleurs le peuple ghanéen n'a fait que le supplier. Mais chaque fois, il a dit, je suis parti, je ne reviens plus, je ne suis pas indispensable, les autres peuvent continuer. Et depuis son départ, le Ghana est ce qu'on appelle le miroir de la démocratie en Afrique de l'Ouest, dans cette îlot de requins et de vieux ados et prados qui ont décidé de rouler sur la même piste que leur père, brontosaure, dinosaure et gigantosaure, éléphantosaure de l'Afrique centrale. Jerry Rawlings a combattu les injustices, a combattu la dictature. Jerry Rawlings a voulu montrer comment est-ce qu'un pays peut se développer même avec un homme en tenue. Puisque de cette révolution où on l'appelait le Tché africain, puisqu'il a été avec Che Guevara, il a démontré qu'on pouvait aussi trouver une autre jeunesse qui ne cherche pas seulement à s'enrichir, qui ne cherche pas seulement à travailler pour les intérêts de la tribu, du clan. C'est tout le Ghana qui les met. Avec toute la simplicité qu'il pouvait avoir. Il n'a pas voulu même les grands honneurs et même, dernièrement, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux parce que roulant à bord de sa voiture, sans garde du corps, ni chauffeur, il s'était arrêté dans un bouchon en plein carrefour pour diriger la circulation. Humilité, simplicité, dignité, honnêteté, probité font partie de cet homme, de ce grand homme, Jerry Rawlings, qui vient de nous quitter et devant lequel nous nous inclinons pour que la terre de nos ancêtres, ses prédécesseurs tels comme Kwame Nkrumah, l'accueillent parce qu'il serait entré dans l'histoire par la grande porte. Il est sorti du pouvoir par la grande porte. Le voilà qui repart par la grande porte. Cette porte que d'autres ne veulent jamais prendre et qui, même n'ayant pas de santé, sont convaincus qu'ils vont vivre pour l'éternité ou régner pour l'éternité. Et quand ils réapparaissent, on parle de leur résurrection et on chante toutes sortes de louanges en faisant narguer des autres que vous avez dit qu'il allait mourir. Non, il est revenu. Le Dieu Paul Biya, comme l'a présenté à Tangandji, dernièrement à Kumba, où il avait pratiquement placé au même diapason qu'un prophète, que Jésus, que Mahomet, et peut-être même plus, puisque d'ailleurs il a dit que le pouvoir venait de Dieu, le pouvoir ne venait plus d'Aïdio, qui lui a pourtant remis ce pouvoir avant de se retirer. Aujourd'hui donc, Paul Biya, ou ce qui en tient, puisque pour l'instant, nous avons vu des vidéos envoyées telles comme la propagande maoïste, où on le voit à la levée de corps de sa grande sœur, Régine Mponda Mwanda.
eh bien, on jurait comme de bons chrétiens par la Bible de Jérusalem. On jugeait par Jésus-Christ. Aujourd'hui au Cameroun, on juge par Paul Biya est revenu. Voilà donc à quoi est réduit un pays. Les apparitions sporadiques d'un messie, d'un prophète qui arrive à la mort. À la mort, on aurait cru qu'il allait faire des miracles comme Jésus qui ressuscita Lazare. Mais non! La sœur de Paul Biya n'est pas ressuscitée. Elle sera aussi enterrée. Seigneur, l'homme qui est venu faire des miracles, le Dieu du Cameroun, qu'on nous demande d'applaudir, ne peut donc pas effectuer des miracles aujourd'hui pour le Cameroun qui est complètement endeuillé. L'apparition de Paul Biya devrait nous interpeller. Première des choses, pour parler de cette apparition, je devrais quand même dire qu'on ne savait pas que lorsqu'il était élu, ou alors lorsque il s'est autoproclamé élu avec toute l'artillerie lourde qu'il a développée avec le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a donc été élu, on croyait qu'il allait réorganiser le pays, que chacun devait récolter les fruits de la croissance, qu'il allait arrêter la guerre, que les routes seraient construites, que le chômage sera réduit, qu'il y aura des hôpitaux, que le Cameroun sera un îlot de paix et de prospérité, qu'il allait nous conduire vers le jardin d'Éden, voire faire que chacun d'entre nous s'élève aux cieux, voir sa sœur comme Marie, et pour qu'on célébrera l'Assomption. Il n'y a pas eu d'Assomption ni d'Ascension, mais il y a plutôt eu ce qu'on peut dire aujourd'hui, la relégation des pays complètement sous les feux et à sang. Un pays qui aujourd'hui est au bord de l'explosion. Un pays qui sort du coronavirus, où on n'a pas vu un chef d'État. Un pays où aujourd'hui, on se retrouve en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui nous attend demain ou après-demain, dans la mesure où la guerre est partie des régions anglophones, va dans le littoral, l'extrême nord est déjà complètement incontrôlable. L'Est a pris feu. Yaoundé, les bombes explosent. 2018, 2020. Ceux qui dansent aujourd'hui et qui, curieusement, chaque jour, se retrouvent à présenter les images des soldats tombés sur le champ de la bataille, qui se retrouvent avec des bombes qui explosent dans les bars, devraient donc se poser des questions. Au lieu de nous narguer, vous avez dit que Paul Biya est mort, n'est-ce pas qu'il est vivant? Donc, on choisit un président pour qu'il prouve aux gens qu'il est vivant. Pendant ce temps, on voit partout, même Alpha Condé qui ne parvient pas à marcher. Il va à gauche, il va à droite. Pendant ce temps, on voit tous les autres chefs d'État qui sont auprès de leur population. Au Cameroun, la seule chose qu'on chante, c'est que Paul Biya est vivant. Vous avez dit qu'il est mort. Vous avez dit qu'il est mort. Je ne parle encore. Et bien, je tiens à souligner que j'ai toujours dit, et celui qui retrouve mes vidéos, puisque je suis sur YouTube et sur Facebook, qui vient dire, là j'ai déclaré Paul Biya mort, puisque j'ai dit je n'ai jamais vu son cadavre. J'ai bien dit, et je continue à le dire, que cet homme est mort politiquement. Et bien au contraire, par rapport à ceux qui disent aujourd'hui que tu avais dit, les gens avaient dit. Je voudrais leur dire, se rappelle-t-il que lorsque j'ai été le premier à dire que
le 20 avril 2020, 2 médecins sont partis au chevet de Paul Biya, envoyés par la France. Un Italien, un Allemand, pour le remonter. Et que j'avais la certitude qu'il n'était pas mort. Est-ce que beaucoup, même parmi les activistes, ne m'ont pas insulté? Jusqu'à ce que j'ai été exposé sur Facebook et dans tous les réseaux sociaux comme étant un traître. Parce qu'on me disait, je voulais entretenir la confusion. Je n'avais que des renseignements, des services secrets, ceux qui sont proches et qui me disaient qu'il est dans un mauvais état. Et quoi que vous voyez aujourd'hui, sur des photos qui ne représentent absolument rien, Paul Biya, bien que chuté, bien que remonté avec des fortifiants comme je vous ai dit, et comme je vous ai annoncé il y a quelques jours, que vous alliez le revoir et apparaître, après les sacrifices qui ont été commis dans les régions anglophones. Je vous avais averti que ces enfants qui sont morts, qui ont été assassinés, que leur sang c'était pour donner à Satan, pour revigorer Paul Biya. Et je vous ai dit que vous alliez le voir et apparaître. Parce que ce sont des sacrifices. Ceux qui sont là uniquement pour ne pas m'écouter, qui n'enregistrent même pas mes vidéos, mais qui viennent faire toujours des commentaires pour chercher à me discréditer, peuvent donc me présenter ces vidéos. Je le dis, Paul Biya est purement et simplement satanique, un sataniste. Et ce qu'on a vu aujourd'hui devrait plutôt interpeller ses supporters. Il devrait plutôt avoir honte. Comme je l'ai dit, je maintiens, Paul Biya n'a jamais aimé les Camerounais. Et même à une certaine période, je vous ai dit, je préfère le voir vivant et chassé du pouvoir que de le voir mourir au pouvoir parce que c'est encore beaucoup plus dangereux. Je l'ai dit plusieurs fois ici et je le maintiens. C'est le moment de chasser Paul Biya ou ce qui en reste. Ce mammouth en tête du Libyen, ce buveur de sang. Cet homme qui fait l'offertoire à Lucifer. Cet homme qui revient régulièrement de l'enfer narguer le peuple camerounais. Je n'ai pas voulu tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que dès l'époque où j'étais au Cameroun, Paul Biya avait déjà appris à manipuler les Camerounais. Au lieu de résoudre leurs problèmes, il réduit le débat uniquement à sa mort, à sa résurrection, à sa mort et à sa résurrection. En 99, il avait déjà été annoncé mort. En 2000, il a été annoncé mort. Et en 2004, c'était la totale. Lui-même, il avait fait tout pour disparaître. Et je vous fais comprendre que ce sont ses propres gardiens du corps et son particulier qui m'avait appelé pour m'annoncer sa mort le 4 juin 2004. J'ai dit, je ne peux pas. Parce qu'à l'époque, en 99, j'ai vu comment est-ce que les gens étaient en panique au Cameroun. Et en 2000, même chose, j'ai dit, je ne peux pas tomber dans le piège. Et Paul Biya avait disparu, ne donnant aucun signe de vie. Et lorsqu'il est rentré au Cameroun, c'était le prophète, c'était Dieu qui rentrait sur terre. Et peut-être les Camerounais ne se rappellent pas de sa fâcheuse phrase. Ou, se prenant pour Imhotep, se prenant pour un Dieu sur terre, il avait dit, ceux qui veulent de mes funérailles, ils peuvent encore patienter pendant 20 ans. C'était en 2004. J'ai donc pris note. Et j'ai compris que s'il faut attendre 20 ans, il faudrait donc attendre la mort, les obsèques de Paul Biya en 2024. C'est si logique que ça. Donc même ses supporters, vous pouvez encore danser.
puisque nous arrivons en 2021, commencez donc à faire des valises. Volez beaucoup, puisqu'il ne restera plus que 3 ans. Et vous qui l'attendez pour qu'il soit président, en 2027, lui-même vous a dit, ce n'est plus moi J.Paul Mingono, c'est lui-même qui vous a dit qu'en 2024, lui s'en va selon le pacte qu'il a signé avec Satan. Selon ses engagements. Pour l'instant, c'est chacun d'entre vous qui sera sacrifié dans les accidents de route. C'est chacun d'entre vous dont on volera les enfants à l'hôpital central, à l'hôpital général. C'est chacun d'entre vous dont les enfants vont mourir dans les guerres au nord-ouest, au sud-ouest et partout au Cameroun. Et chacun d'entre vous, d'ailleurs, combien j'ai vu commenter sur Facebook, venir insulter, et qui par la suite, 2 j'ai vu, ils sont morts, donc 1 dans l'accident ferroviaire des Écarts. Il était toujours là en train de me dire, je t'attends au Cameroun. Et je lui avais dit, tu es sûr que quand je viendrai au Cameroun, tu seras encore là? C'est vrai que mon homme, je ne sais pas le jour où je partirai. Mais sauf qu'il est parti avant moi. Parce qu'il ne savait pas le combat que nous étions en train de mener. C'est donc un premier point que j'ai voulu et que d'ailleurs nous avons dit avec les activistes, on ne combat pas quelqu'un qui est mort, on combat quelqu'un qui est vivant. Et s'il est vivant, ou tout au moins, comme j'ai dit, qu'il a des instants de lucidité, comme d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu à vous rappeler comment est-ce que le président Senghor avait eu à finir ces derniers jours avec quelques instants de lucidité, puis perte de ceci et cela, de mémoire. Pendant cette période de lucidité, vous pouvez voir exactement comme quelqu'un qui a Alzheimer ressemblait à un être normal. Encore que là, ce ne sont que des photos. Dans la réalité, ça peut être autre chose. Même des fous ont des moments de lucidité. Deuxième point. Ceux qui sont ses supporters devraient donc dire et devraient demander aux Camerounais, au juste, à quoi nous sert le président Biya? Vous avez de l'eau, vous avez l'électricité, comme il est venu là. Il y a eu augmentation des salaires. Il y a eu de nouveaux emplois qui ont été créés. Que va-t-il apporter de nouveau? Rien. Il vous a plutôt démontré une chose. Qu'il s'en fout des Camerounais. Il ne vous aime pas. Vous avez eu le Covid. Vous avez eu les enfants assassinés à Kumba. Vous voyez les soldats qui tombent, qui défendent de la patrie. Avez-vous vu Paul Biya? Et même quand ce ministre meurt, l'avez-vous vu? Vous connaissez à quel deuil Paul Biya a participé? Lorsqu'il s'agissait de Jeanne Hélène. Lorsqu'il s'agissait de Mondassam Benoît. Lorsqu'il s'agissait de Mono Mondo qui est mort, son neveu, en 2018. Lorsqu'il s'agissait d'un de ses frères qui est mort à 54 ans. Lorsqu'il s'agissait de sa belle-mère, Madame Mouchon, la mère de Chantal Biya. Lorsqu'il s'agissait d'un seul ministre dont on lui accordait une relation bizarre de marche arrière, Philippe Mataba. À part ça, ces secrétaires généraux, ceux qui ont sauvé sa vie, même lorsqu'il y avait le putsch, ceux qui ont été les plus fidèles, qui l'ont défendu bec et ombre, Biya s'est-il déplacé?
Est-il parti rendre un dernier hommage? Et c'est à vous qu'il rendra l'hommage? Vous qui dansez, vos pères et consorts, qui sont d'ailleurs autour de lui, ne les met-il pas en prison? Ne met-il pas tous ses ministres en prison? Ne meurt-il pas en prison? Est-il parti s'incliner? Vous l'avez vu, Paul Biya n'est pas un président d'une nation. Il est un président d'un clan. Il est le président de sa famille. Point final. Et ceux qui peuvent encore examiner l'ordre protocolaire ont pu donc constater effectivement que nous sommes déjà à la succession du gré à gré, à une sorte de monarchie, à une sorte de transmission de pouvoir. Puisque vous n'aviez qu'à regarder l'ordre où Paul Biya était arrivé, non seulement pour cette levée de corps, mais surtout, qui était à sa gauche? Sa femme. Qui était à sa droite? Son fils, Franck Biya. Comme dans la Bible, comme dans les Saintes Écritures, comme dans la grande prière, notre Père qui est aux cieux. Et comme généralement à l'église on dit, il est assis à la droite de son Père. Franck Biya était donc bel et bien assis à la place, à la droite de son Père pour prendre le relais. Sur l'ordre protocolaire étatique, Franck Biya n'a aucun pouvoir. Vous allez me dire que c'était une cérémonie familiale. Dans la cérémonie familiale, Franck Biya n'est pas le fils de cette dame, ni l'aîné de la famille, des neveux, si on peut parler ainsi. Madame Régine Ngonda, qui nous dit-on serait morte entre 92 et 102 ans, peu importe, ce sont des gens qui vivent comme Abraham, comme à l'époque de Sarah, qui sont capables de mourir même à 400 ans. Peut-être même elle est morte un peu trop tôt. Paul Biya, on imagine peut-être que lui, il va aller jusqu'à 500 ans, même comme il a fixé jusqu'en 2024. Mais Akangadji nous a promis qu'il en a pour 150 ans. Je sais donc que dans l'ordre familial, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, et lorsqu'on fait un retour de toutes les cérémonies qui ont souvent eu à être organisées, on se rend compte que Paul Biya a des frères, a des sœurs qui vivent. S'il fallait d'abord parler de cela, il y a pas. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Là. Et puis, il y a sa sœur, Elisabeth Mokou, qui est la mère de Vumoku Dieudonné, de Dieudonné et Vumoku, qui est non seulement le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, mais est vice-président de la BEAC. Donc, sur le plan familial, puisque d'ailleurs son acte de naissance, le nom du père c'est Paul Biya, donc il est réellement, enfin officiellement le fils de Biya. C'est lui qui devrait donc être assis à la droite, s'il fallait mettre les enfants par ordre d'arrivée ou par ordre de naissance, par droit de naissance. On a par exemple cette maman elle-même qui avait fait des enfants, dont Bidjan que tout le monde connaît, qui d'ailleurs est un médecin dentiste, travaille à la présidence de la République comme conseiller de Biya. Comment est-ce qu'on enlève le fils de la maman, c'est-à-dire
que c'est lui qui est concerné par le deuil. On le remplace par Franck Biya à droite. Ce n'est pas la mère de Franck Biya qui est morte. C'est la mère de quelqu'un d'autre qui est mort et qu'on ne voit pas. Et même encore un peu plus loin, on peut dire Bonivan, Bonaventure, Assam, Bondo. Le fils du grand frère de Paul Biya qui est mort en 2012. Mais comment le fils de Benoît Bondassam, qui est aussi grand dans l'ordre familial, est relégué à 200 km de Franck Biya? Où est la logique? La sœur de Paul Biya, c'est Madame Olé. Donc Olé, qui était un ancien lion indomptable et qui a joué dans le Tonnerre de Yaoundé. Comment est-ce qu'on ne la retrouve pas là? Comme j'ai dit, les gens comme les Marie Mengue, qui sont les sœurs de Biya, donc c'est leur sœur qui meurt. Et on se retrouve plutôt avec Franck Biya, à droite de son père. Ça veut tout dire. Que ceux qui restent encore là aujourd'hui, qui discutent, qui ne regardent pas l'essentiel, qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, Paul Biya a pris le Cameroun comme une propriété privée et où le pouvoir est en train de glisser entre Franck Biya, Ngongo qui est assis de l'autre côté, et puis la poupée qu'on a eu à regonfler, Chantal Biya, on ne sait pas d'où elle vient, alors que ce soit sa fondation ou à tel ou tel endroit, on ne la voit plus. Paul Biya agit donc avec les Camerounais parce qu'il n'aime pas les Camerounais. On le reconnaît un père que quand vous êtes dans le malheur, il n'a jamais assisté à tous les événements qui sont arrivés, qui frappent le Cameroun. Le Cameroun est endeuillé de partout. Paul Biya n'apparaît pas. Il apparaît quand il s'agit de sa sœur pour venir nous exposer ceux qui doivent diriger après lui. Et c'est ça qu'on déplore dans un pays où on ne regarde pas le protocole, dans un pays qui ploie sous les injustices, dans un pays où au moins on aurait dû encore aller s'agripper derrière la justice qui régule une société. Mais non. La justice au Cameroun, aujourd'hui, n'existe plus parce que elle suit les instructions, elle n'est pas indépendante, et au-delà de ça, les hommes de droit, les hommes qui doivent protéger les Camerounais, ils sont quoi? Réduits à néant, ridiculisés, tabassés, dans des palais de justice. Chacun d'entre vous a vu l'humiliation à Mondovision des avocats d'un pays qui s'appelle République, un sanctuaire sacré où on vient tirer sur des avocats qui sont blessés, qui tombent avec des robes noires. Une robe qui est censée être protégée, être sacrée. Et c'est des policiers, des gendarmes qui viennent maltraiter ces avocats-là. Oui, on se serait attendu au moins à ce que le défenseur de la veuve, le défenseur de l'orphelin, le défenseur des pauvres puisse au moins se révolter, puisse s'indigner. Mais qu'a-t-on vu de ces avocats francophones? Ah, rien du tout. Ils ont donc démontré qu'ils sont
des pleurnichards, qu'il n'y a pas de solidarité, qui sont incapables de se révolter et qui ne représentent pas le peuple. Les avocats du Cameroun, les avocats francophones, ont démontré qu'on pouvait les tabasser, les humilier, les piétiner, qui ne valent plus rien. Il faut regarder jusqu'où, quand un pays est comme ça, qu'est-ce qu'il y a encore à espérer? Rien. Pour des clients qui auraient espéré que peut-être les avocats allaient les défendre devant un régime aussi tyrannique, eh bien, vous comprenez que vous tous, vous êtes des esclaves de la tyrannie. Les avocats francophones ont encore montré qu'ils ne méritaient pas du respect. Ceux qui disent, oh pitié, regardez ce qu'on a fait aux avocats. Mais non, moi je hausse les épaules. Parce que c'est les avocats qui devraient montrer au peuple ce qu'on fait. Regardez ce que Nelson Mandela a fait en Afrique du Sud. C'est lui qui a libéré le peuple. Combien de présidents sont devenus, combien d'avocats sont devenus présidents aux États-Unis? Un tiers des présidents des États-Unis sont des avocats. Parce qu'ils ont défendu les droits. L'avocat est d'abord le défenseur du droit. C'est-à-dire que c'est lui le défenseur de ce qu'on appelle la Charta Libertatum. Parce que les avocats incarnent ce que on avait dans la cité romaine, ce qu'on appelait libertas, la liberté. C'est ça que Robespierre a lui enseigné et que n'importe qui dans une université de droit apprend. N'ont-ils pas lu Montesquieu? De l'esprit de loi. Aujourd'hui, après avoir été tabassés, ils sont partis se coucher dans les hôpitaux. Ils sont en train de pleurnicher. Ils sont en train d'écrire à Laurent Messot. Et ils demandent de la solidarité. Ont-ils été solidaires? Vous vous rendez compte, les avocats anglophones, lorsqu'ils se sont levés pour marcher, ils ont été martyrisés par la police, par les forces de sécurité. C'est là qu'est née la crise anglophone. Les avocats anglophones, un d'ailleurs, Edmond Reckley, a été tué le 1er octobre 2017. Aucun avocat anglophone, francophone plutôt, ne s'est manifesté, ne s'est levé pour organiser la réplique. C'est comme si de rien n'était alors qu'il a été abattu par les forces de sécurité. Et même, n'allons pas trop loin, le 8 mars, le 8 janvier, voulais-je dire, 2010, Lydiane Eyoum, maître Lydiane Eyoum, a été prise par la justice camerounaise comme ça, jetée en prison, sous prétexte qu'elle avait volé 1,77 milliard. Avocate de son espèce. Alors que les avocats savent que le code de procédure pénale exige, demande qu'on ne peut pas retenir quelqu'un en prison en liberté préventive pendant 18 ans. Ils ont laissé cette femme-là croupir en prison, vacant à leurs occupations. Elle est restée là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais il a fallu l'intervention de la France pour venir solliciter
française. On te mentit. Elle serait restée en prison. Voilà les collègues qu'on vient de jeter en prison. À part nos petits bruits qui sont partis faire là. Il n'y aura plus rien. Tocqueville, en 1848, disait: j'aime avec passion la liberté, la légalité et le respect des droits. Le respect des droits. Est-ce que le justiciable a les droits au Cameroun? Non. Les avocats eux-mêmes n'ont plus de droits. Pourquoi? Parce qu'ils passent le temps à chercher des contrats avec un pouvoir dictatorial. Parce qu'ils sont là, parmi les gens les plus corrompus, qui sont capables même de vendre leurs clients. Et c'est pour cela que pour les dossiers noirs du samedi soir, je vais faire un classement des avocats corrompus, des avocats qu'on doit manger avec le bâton de manioc, et même qui vont donner de la diarrhée. Parce que de très mauvaise qualité, comme on les appelle les avocats lolo, comme Momo. Ce classement, les dossiers noirs du samedi soir, qui reviendront aussi sur beaucoup d'autres injustices, puisque le Cameroun n'est qu'un pays d'injustice. Où on peut vous arrêter comme ça, on vous fabrique n'importe quoi, et on vous jette en prison. Chacun d'entre nous a vu comment est-ce qu'ils ont fabriqué une histoire, montée de toutes les pièces, pour jeter Stéphanie Diomo en prison. En disant: oui, cette femme-là est venue faire un faux témoignage sur l'équinoxe. Elle a menti qu'elle a perdu ses jumeaux, ses enfants. C'est faux. Ils vont avec elle à Bonassama, dans une gendarmerie. On l'enferme là-bas sans avocat. On la torture. Et on lui dit: il faut dire qu'on t'a donné tantôt 50 000 francs, tantôt 50 000 francs suisses. Entre 50 000 francs CFA et 50 000 francs suisses, il y a une différence. Vous connaissez ce qu'on appelle les francs suisses? Les francs suisses, ce n'est pas les francs CFA. Donc même quand vous mentez, après à mentir. Et puis vous dites que c'est une ONG qui lui a donné cet argent-là. L'ONG elle s'appelle qui? Comment? Et pourtant, Equinox a présenté des éléments concrets, les témoignages de la fille, des deux filles, et même de la belle famille. Mais on dit que non, tout ça est faux. Et les Biamarunais sont en train d'applaudir que Equinox est une chaîne qui fabrique des fake news, oubliant que c'est ce gouvernement, avec le ministre de la Communication, qui était les premiers à venir dire aux Camerounais que les femmes qu'on avait vues sur des images, avec des bébés fusillés, que ce n'était pas l'armée camerounaise. C'était passé à la CIATV, c'était passé à Vision 4. Aujourd'hui, le ministre de la Communication, René Sadi, sort un communiqué pour demander à Equinox d'arrêter des programmes. Parce que là, c'est un bandit et ça ne fait pas partie de la ligne éditoriale de Paul Biya. Donc c'est Paul Biya qui donne la ligne éditoriale dans un média privé dont il n'y a plus de séparation de pouvoir. Mais on apprend ça à l'école, ça dit. Le BABA, la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et puis il y a le quatrième pouvoir. Les médias ne sont pas là pour Paul Biya. Et puis vous n'avez pas encore jugé une femme. Quand vous avez séquestré, vous êtes parti la jeter en prison. De nouvelles. Juste parce qu'elle a dit quelque chose. Et vous dites que c'est des fake news. S'il fallait regarder les fake news, pourquoi vous n'avez pas fermé la CIATV après avoir avoué que c'est l'armée camerounaise qui a assassiné ces deux mamans avec les bébés? Pourquoi vous n'avez pas fermé vous-même le ministère de la Communication, la CIATV et tous les médias d'État après avoir affirmé que l'armée camerounaise n'avait rien à voir avec les crimes de Ngarma?
même eu à les condamner. S'il fallait regarder les fake news, ce n'est pas vous qui nous avez présenté des bandits, disant que c'était les observateurs de Transparency International pendant l'élection de 2018. J'arrive ici à Paris, je me rends compte que ce n'est pas les pieds qu'on a ramassés dans la rue, c'est des sans-abri. Transparency International vous dit, ça c'est un fake news, on ne les connaît pas. Le régime camerounais insiste qu'ils sont dans Transparency International. Donc moi j'ai ma société, où j'ai mon ONG. J'ai dit, je ne connais pas les bandits là, ils ne travaillent pas pour moi. Et quelqu'un d'autre dit, non, non, vous les avez recrutés. Mais vous recrutez où? Vous n'avez pas fermé ces machins-là. Parce que chacun d'entre vous, vous voulez ouvrir, chacun une télé, une radio pour se positionner. Pour ouvrir la radio, pour ouvrir la télé, il faut qu'on vous donne le derrière. Jacques Pamandongo, aujourd'hui tu es en train d'ouvrir une nouvelle télé. Ok. Je sors ton dossier pour les dossiers noirs du samedi soir. Ce sera à 18 h. Heure du Cameroun. Heure de la France. Et ce sera 12 h à New York. Sur ce, avec d'autres dossiers qui seront là le samedi soir, ne manquez pas. Et je vous adresse mon bonsoir. Au revoir.